Lecture audio du conte Le jardinier et ses patrons de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. À 1 mile de la capitale était un vieux manoir aux murs épais, avec tours et pignons. Il était habité, mais en était seulement par une riche famille de haute noblesse. C'était le meilleur et le plus beau des domaines qu'elle possédait. Il avait été remis à neuf à l'extérieur, rendu agréable et confortable au-dedans. Les armes de la famille étaient sculptées dans la pierre au-dessus du portail, les roses ciselées grimpaient autour des armes et de la fenêtre en saillie, une pelouse s'étendait devant la maison. Il y avait des massifs d'épines blanches et d'épines rouges, et des fleurs rares, sans parler de la serre. Les patrons avaient un habile jardinier. C'était un plaisir de voir le jardin, le verger et le potager. Il y avait encore près de celui-ci un reste de l'ancien jardin, avec quelques buis taillés, en dômes ou en pyramides. Derrière ces buis se dressaient 2 vieux arbres puissants, qui étaient presque toujours sans feuilles. On aurait facilement pu croire qu'un vent d'orage ou qu'une trombe d'eau les avait parsemés de paquets d'engrais. Mais chacun de ces paquets était un nid d'oiseaux. Depuis des temps immémoriaux, une foule de freux et de corbeaux criards bâtissaient ici leur nid. C'était toute une ville d'oiseaux, et les oiseaux étaient les patrons, la plus ancienne race du manoir, les vrais patrons du domaine. Ils toléraient cependant les gens d'en bas, ces créatures qui marchent sur le sol, bien que parfois elles fissent claquer des fusils, ce qui donnait aux oiseaux un tel frisson qu'ils s'envolaient effrayés, en criant « Cra, cra !» Le jardinier parlait souvent à ses patrons de faire abattre les vieux arbres, qui n'avaient pas bel aspect, et, s'ils disparaissaient, on serait sans doute quitte des oiseaux criards, qui chercheraient un autre gîte. Mais les patrons ne voulaient renoncer ni aux arbres, ni au vacarme des oiseaux. Le domaine ne pouvait perdre cela, car il ne faudrait pas effacer entièrement le temps ancien. Ces arbres sont le patrimoine des oiseaux, qu'ils le gardent, mon bon Larsen. Le jardinier s'appelait Larsen, mais cela n'importe guère ici. N'avez-vous pas, mon petit Larsen, un champ d'action suffisant? Tout le jardin, les serres, le verger, le potager. Il les avait, il les cultivait et les soignait avec zèle et habileté, et ses patrons le reconnaissaient, mais ne lui cachaient pas que, dans d'autres maisons, il mangeait souvent des fruits et voyait des fleurs qui surpassaient ce qu'ils avaient dans leur jardin. Cela chagrinait le jardinier, car il avait de la bonne volonté et faisait de son mieux. Il avait bon cœur et savait son métier. Un jour, ses patrons le firent appeler et lui dirent, avec douceur et autorité, qu'ils avaient eu la veille, chez des amis distingués, des pommes et des poires d'espèces si excellentes, si savoureuses qu'eux-mêmes, et tous les invités avaient exprimé leur admiration. Ces fruits n'étaient certainement pas du pays, mais ils devraient y être introduits et acclimatés si possible. On savait qu'ils avaient été achetés en ville chez le meilleur marchand de fruits. Le jardinier devrait s'y rendre à cheval, s'informer d'où étaient venues ces pommes et ces poires, et commander des greffons. Le jardinier connaissait bien le marchand de fruits. C'était justement à lui qu'il vendait, au nom de ses patrons, le superflu du verger du domaine. Il se rendit en ville et demanda au marchand de fruits où il avait eu ces pommes et ces poires si appréciées. « Elles sont de votre propre jardin, dit le marchand de fruits, et il montra au jardinier des pommes et des poires qu'il reconnut. Oh, comme il fut enchanté, le jardinier! Il se dépêcha de raconter à ses patrons que pommes et poires étaient de leur propre jardin. Les patrons ne pouvaient le croire. « Ce n'est pas possible, Larsen. Pouvez-vous avoir une attestation écrite du marchand de fruits ?» Il le pouvait, et il apporta l'attestation écrite. « C'est curieux, » dirent les patrons. Et chaque jour furent servies sur la table des patrons de grandes coupes de ces superbes pommes et poires de leur propre jardin. Ces fruits furent envoyés par boisseaux et par tonnes à des amis en ville et hors de la ville, et même à l'étranger. Ce fut un plaisir. Il fallait toutefois ajouter qu'on avait eu 2 étés remarquablement favorables aux arbres fruitiers, qui avaient bien réussi partout dans le pays. Quelque temps se passa. Les patrons furent à un dîner à la cour. Le lendemain, le jardinier fut appelé. Il y avait eu au dîner des melons esquis provenant des serres de Sa Majesté. « Il faut aller trouver le jardinier de la cour, mon bon Larsen, et nous procurer quelques graines de ces précieux melons. »
Mais le jardinier de la cour a eu de nous ses graines, dit Larsen, très content. Alors cet homme a su mener ses melons à une plus grande perfection. Les melons étaient superbes. Eh bien, je peux être fier, dit le jardinier. Je vais vous dire, monsieur, le jardinier du château, depuis des années, n'a pas eu de chance avec ses melons, et comme il a vu combien les nôtres étaient beaux, il y a goûté, et en a commandé 3 pour le château. Larsen n'allait pas imaginer que c'étaient des melons de notre jardin. Je crois que si, dit le jardinier. Il se rendit chez le jardinier du château et reçut de lui l'attestation écrite que les melons servis à la table du roi provenaient du domaine. Ce fut une vraie surprise pour les patrons qui ne gardèrent par l'histoire secrète, montrèrent l'attestation et même distribuèrent des graines de melon comme auparavant des greffons. Au sujet de ces graines, on apprit qu'elles avaient réussi, avaient donné des fruits tout à fait excellents, auxquels on avait donné le nom du domaine des patrons, si bien qu'on pouvait désormais lire ce nom en anglais, en allemand et en français. On n'aurait jamais pu imaginer cela. Pourvu que le jardinier ne se fasse pas une trop haute idée de lui-même, se dirent les patrons. Il prit cela autrement. Il voulut s'efforcer désormais de gagner la réputation d'être un des meilleurs jardiniers du pays, en essayant de produire tous les ans des spécimens de premier ordre de toutes les plantes du jardin. Et il y parvint. Toutefois, il entendit souvent dire que les tout premiers fruits qu'il avait présentés, les pommes et les poires, étaient vraiment les meilleurs, mais que toutes les autres espèces, ensuite, étaient inférieures. Les melons, il est vrai, étaient excellents, mais pas du tout du même genre. On pouvait trouver les fraises remarquables, mais pas meilleures que celles des autres domaines. Et lorsque les radis une année ne réussirent pas, on ne parla que des radis manqués, et non des bons produits présentés. On eût dit que les patrons éprouvaient un soulagement à dire « Ça n'a pas marché cette année, mon petit Larsen ». Il était très content de pouvoir dire « Ça n'a pas marché cette année ». 2 fois par semaine, le jardinier apportait des fleurs fraîches dans le salon, toujours disposées avec beaucoup de goût. Les fleurs en acquéraient comme une plus vive lumière. « Vous avez du goût, Larsen, disaient les patrons. C'est un don que vous avez reçu de notre Seigneur, non de vous-même. » Un jour, le jardinier vint avec une grande coupe de cristal où s'étalait une feuille de nénuphar sur laquelle était posée, sa longue grosse tige plongée dans l'eau, une splendide fleur bleue, grande comme un tournesol. « Le lotus de l'Hindoustan !» s'écrièrent les patrons. Ils n'avaient jamais vu pareille fleur. Toute la journée, elle fut exposée au soleil, et le soir, mise en pleine lumière. Quiconque la voyait la trouvait merveilleusement belle et rare, et ce fut même l'avis de la plus noble des jeunes filles du pays, qui était princesse. Elle était intelligente et avait très bon cœur. Les patrons se firent un honneur de lui offrir la fleur, qui, avec la princesse, monta au château. Les patrons descendirent au jardin pour cueillir eux-mêmes une autre fleur de même espèce, s'ils s'en trouvaient, mais il n'y en avait pas. Ils appelèrent alors le jardinier et lui demandèrent où il avait pris le lotus bleu. « Nous avons vainement cherché, dirent-ils. Nous avons été dans les serres et partout dans le jardin. »« Non, elle n'y est pas, dit le jardinier. Ce n'est qu'une humble fleur du potager, mais n'est-ce pas qu'elle est belle? Elle a l'air d'un cactus bleu, et pourtant n'est que la fleur de l'artichaut. »« Vous auriez dû nous le dire tout de suite, dirent les patrons. Nous avons pensé que c'était une fleur étrangère et rare. Vous nous avez compromis aux yeux de la jeune princesse. Elle a vu la fleur chez nous, l'a trouvée belle, elle ne la connaissait pas, et elle est forte en botanique, mais c'est une science qui n'a rien à voir avec le potager. Comment avez-vous pu, mon bon Larsen, avoir l'idée de mettre une pareille fleur dans le salon? C'est nous rendre ridicules. » Et la belle fleur bleue d'apparat, prise dans le potager, fut retirée du salon, où elle n'était pas à sa place, et les patrons firent des excuses à la princesse et dirent que c'était une simple plante potagère que le jardinier avait voulu exhiber, mais qu'il avait reçu une sérieuse réprimande. « C'est très injuste, dit la princesse. Il nous a ouvert les yeux sur une magnifique fleur à laquelle nous ne faisions pas attention. Il nous a montré une splendeur là où nous ne pensions pas à la chercher. Le jardinier du château m'en apportera une tous les jours dans mon salon, tant que les artichauts auront des fleurs. » Et ainsi fut fait. Les patrons firent dire au jardinier qu'il pouvait de nouveau leur apporter une fleur d'artichaut. « Elle est belle, en somme, dirent-ils, c'est très curieux. » Et le jardinier reçut des compliments. « Larsen aime bien ça, dirent les patrons, c'est un enfant gâté. »
En automne, il y eut un terrible orage, dont la violence, tard dans la nuit, s'accrut tellement que beaucoup de grands arbres, à l'orée de la forêt, furent déracinés, et, au grand chagrin des patrons, c'est bien chagrin qu'ils disaient, mais à la joie du jardinier, l'orage abattit les 2 grands arbres avec tous leurs nids d'oiseaux. On entendit les cris des freux et des corbeaux. Ils battirent des ailes au carreau, dirent les gens de la maison. Vous voilà content, Larsen, dirent les patrons. L'orage a renversé les arbres et les oiseaux se sont réfugiés dans les bois. On ne voit plus rien ici de l'ancien temps. Tout signe et toute trace en ont disparu. Cela nous a fait de la peine. Le jardinier ne dit rien, mais il pensait à l'idée de bien utiliser le superbe emplacement ensoleillé dont il n'avait pas disposé jusqu'alors. Il allait devenir la parure du jardin et la joie des patrons. Les grands arbres tombés avaient écrasé les antiques buis taillés. Il planta là un fourré d'arbustes, plantes des champs et des bois du pays. Ce qu'aucun autre jardinier n'avait pensé à planter en abondance dans le jardin des patrons, il le plaça ici, chaque plante dans la terre qui lui convenait, à l'ombre ou au soleil, selon ce qu'il lui fallait. Il les soignait avec amour, et elles poussaient superbement. Le genévrier de la lande danoise se dressait avec la forme et la couleur du cyprès d'Italie. Le haut épineux et poli, toujours vert dans le froid de l'hiver et sous le soleil d'été, était beau à voir. Là poussaient les fougères d'espèces très variées, ressemblant aux palmiers, ou à la fine et charmante plante que nous appelons chevelure de Vénus. Il y avait là la bardane méprisée, si belle en sa fraîcheur. La bardane était au sec, mais plus bas, dans le sol humide, poussait le rumex, plante méprisée aussi, et pourtant si picturale par sa taille et sa feuille imposante. Haute d'une brasse, couverte de fleurs, comme un très grand candélabre aux bras nombreux, se dressait la molène des champs. Il y avait là des muguets des bois, des primevères, la cala sauvage et l'élégant alléluia à triple feuille. C'était charmant à voir. Sur le devant, appuyé contre des fils de fer, poussaient, alignés, de petits poiriers venus du sol de France. Avec des soins et du soleil, ils ne tardèrent pas à donner de gros fruits savoureux, comme dans leur pays d'origine. À la place des vieux arbres défeuillés fut dressé un grand mât où flottait le Dannebrog, et tout près une haute perche, où en été et en automne s'élançait le houblon avec ses boules de fleurs odorantes, et où, selon le vieil usage, on accrochait l'hiver une gerbe d'avoine, afin que les oiseaux du ciel eussent pâture pour le joyeux Noël. Le bon Larsen devient sentimental sur ces vieux jours, dirent les patrons, mais il nous est fidèle et dévoué. Au jour de l'an parut, dans une revue illustrée de la capitale, une gravure du vieux manoir. On voyait le mât du drapeau et le gerbillon d'avoine pour les oiseaux du ciel au joyeux Noël. Et l'on insistait sur cette belle idée de perpétuer ainsi un vieil usage si caractéristique précisément pour ce vieux manoir. Tout ce que fait ce Larsen, dirent les patrons, on le publie à son de trompe. C'est un homme heureux. Nous devons presque être fiers de l'avoir. Mais ils n'en étaient pas fiers du tout. Ils sentaient qu'ils étaient les patrons, qu'ils pouvaient congédier Larsen. Mais ils ne le faisaient pas. Ils étaient braves gens. Il y a beaucoup de braves gens de leur espèce. Heureusement pour tous les Larsen. Eh bien, voilà l'histoire du jardinier et ses patrons. Et maintenant, vous pouvez faire vos réflexions là-dessus. Fin de la lecture du conte « Le jardinier et ses patrons ». Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts,